On poursuit cette discussion toujours en compagnie de Martin Beignet, cofondateur d'Olis. Nous ont rejoint Caroline Lutigné qui est à distance avec nous, directrice de la communication et RSE du groupe Erige, un groupe familial actif dans les matériaux de construction. Antoine Compin également, directeur général de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour à tous les deux. Antoine, je me tourne vers vous. J'entendais ce que disait Martin tout à l'heure. Il me disait, voilà, la RSE, la data, il faut aller la chercher partout pour faire progresser des outils de scoring. J'ai l'impression que cette data, elle est finalement disséminée un peu partout dans l'entreprise, déjà, pour commencer. Est-ce que vous arrivez à mobiliser l'ensemble de vos collaborateurs sur cette importance de la data et de la faire remonter surtout ? Bonjour Ali, bonjour à tous. Alors oui, bien sûr, et je pense que Martin l'a très bien expliqué, la donnée est clé. Nous, ce qu'on met avant tout en avant, la donnée et son utilisation, c'est la stratégie RSE que l'entreprise a établie et a affirmée. Et on va ensuite effectivement collecter de la data avec différents moyens pour soutenir cette stratégie RSE. Cette donnée, elle n'est pas au même endroit partout au même moment. Manutan est un distributeur de matériel, ce qui signifie qu'on s'appuie sur des fournisseurs fabricants qui ont dans les mains une partie de l'histoire. On va s'appuyer aussi sur des partenaires qui vont s'occuper du transport de marchandises, qui ont également une partie de l'histoire. Il faut qu'on collecte l'ensemble de ces informations pour en avoir une lecture la plus proche possible qui va venir soutenir cette stratégie RSE. Par exemple, lorsque l'on dit que l'on va baisser de 5% l'empreinte carbone sur les 3 scopes, le scope 1, le scope 2 et le scope 3, lorsque l'on sait que le scope 3, c'est déjà 80% en moyenne de l'ensemble de ces 3 scopes et que ce scope 3, c'est majoritairement les produits qui sont achetés, donc commercialisés par Manutan, on a effectivement tout intérêt à collecter les bonnes données pour soutenir à la fois notre propre stratégie RSE, mais aussi celle de nos clients qui comptent effectivement pour Manutan. Caroline Lutigné, cet éclatement de la donnée qui est finalement présente un peu partout, j'imagine que vous y êtes confronté de la même façon chez Erige. Comment est-ce que vous traitez cette problématique ? Oui, effectivement, nous, on est chez Erige à la fois un groupe industriel et distributeur, donc on est confronté aux mêmes problématiques que Manutan sur la partie distribution. Sur la partie industrie, évidemment, on est plus en maîtrise de nos données, mais on relève les mêmes écueils aujourd'hui sur cette faible disponibilité et accessibilité à la donnée et surtout l'absence d'automatisation de la chaîne de traitement. Donc cette donnée, parfois elle est présente, parfois elle est existante mais pas collectée et elle est absolument nécessaire pour pouvoir animer, piloter, dialoguer aussi au sein de l'entreprise pour pouvoir faire émerger de manière très claire auprès de nos collaborateurs cette stratégie RSE et toutes les initiatives que l'on met en œuvre. J'ai l'impression que c'est un sujet, Martin Beignet, dont on parle de plus en plus aujourd'hui, probablement, mais peut-être vous allez me dire que c'est pas corrélé, j'en sais rien, parce qu'il y a l'arrivée de la CSRD aussi, qui pousse aussi les entreprises peut-être à s'engager davantage et où elles vont avoir finalement ce besoin de données encore plus prégnant demain. Effectivement, la CSRD joue. Parce que la CSRD, même si elle est au niveau entreprise, comme l'a très justement rappelé Antoine, les produits représentent peut-être autour de 75% de cet impact. Et prendre des données génériques pour une entreprise, qui sont disponibles dans des bases de données publiques, c'est certes un moyen de quantifier cet impact, mais c'est un moyen qui va être un petit peu majorant pour éviter du greenwashing notamment. Et donc, pour elles, être capable d'aller creuser, d'aller faire le lien entre les données qu'elles ont, les données qu'elles vont aller chercher au niveau de leurs fournisseurs, ça va leur permettre d'avoir un score qui est plus représentatif. Et ce gain en représentativité, déjà juste ça permet d'éviter les données majorantes. Et puis ensuite, quand on initie des démarches d'éco-conception, et bien encore plus s'améliorer et donc être mieux disant sur la NFRD qui est en train d'arriver. Antoine, est-ce que vous avez mis des outils spécifiques pour agréger cette donnée en place chez Manutan ? Alors oui, nécessaire, obligatoire même. On sait qu'il y a une échelle de temps. Ça va démarrer en janvier 2024. Ça va s'échelonner. Pour Manutan, ce sera en 2025. Nous, ce qu'on a fait en 2023, nous avons sorti notre score d'impact environnemental produit. D'accord. Alors, je reprends un petit peu l'exemple que Martin a donné tout à l'heure, mais nous, on fait partie de ces entreprises qui gèrent des centaines de milliers de références. On a 800 000 références aujourd'hui. Donc on a aussi non seulement des contraintes légales qui flèchent et qui orientent les entreprises dans les bonnes directions, c'est une très bonne chose. Et puis il y a le besoin de rendre cette méthodologie et l'utilisation de ces données reproductibles, parce que l'idée effectivement est de mesurer le score d'impact environnemental d'un produit une fois et de le faire 800 000 fois. Donc on s'appuie aujourd'hui sur 2 référentiels. Le premier qui s'appelle PEF, Product Environmental Footprint, donc l'empreinte environnementale produit en français, qui a été retenue par l'Union européenne,
pour tout ce qui va concerner les produits EPI, les produits de protection individuelle, et puis bien sûr l'ADEME, notamment sur tous les produits mobiliers de bureau. Ces deux référentiels permettent sur des critères, il y en a entre 12 et 16, de déterminer des scores d'impact environnemental produit. Dans ces critères-là, on va retrouver certains que Martin a cités, l'impact sur la santé humaine, l'impact sur l'émission de particules fines, des impacts de changement climatique. Et tous ces critères-là permettent de donner un score. Ça reprend un petit peu le Nutri-Score, effectivement, qu'on connaît un peu plus en tant que consommateur. On va être en capacité de produire et de fournir à nos clients des données par des scores, avec des lettres qui vont de A à E, et qui vont à la fois donner un éclaircissement sur la mesure de l'impact environnemental des produits à nos clients, mais en plus de ça, vous l'avez cité tout à l'heure, la possibilité de comparer des produits et des utilisations entre elles. C'est ça qui est important aujourd'hui. Caroline, même question. Est-ce que vous avez mis en place des outils particuliers pour pouvoir mesurer les scores de vos produits utilisés dans votre industrie ? Alors, de manière plus globale, nous, effectivement, on assure la mesure de nos enjeux ESG, à la fois sur la dimension environnementale, mais aussi d'un point de vue social. Sur la dimension environnementale, on a donc mis en place une trajectoire carbone qui a été validée au niveau SBTi, au niveau international. Donc, on la suit effectivement sur notre scope 1 et 2, donc tout ce qui touche à l'énergie et à ce qui touche à l'intérieur de l'entreprise. Le scope 3, comme on l'expliquait, qui est plus lié à tout ce qui se passe en amont et en aval de l'entreprise, est plus complexe à déterminer. En revanche, pour pouvoir accompagner cette démarche, on a mis en place des systèmes d'information dédiés. Donc, sur la partie extra-financière, on est en cours de déploiement. Sur la partie plus sociale, on a d'ores et déjà bien avancé le dispositif, sur lequel on adosse une stratégie data pour pouvoir ensuite accélérer effectivement l'automatisation et la remontée des informations, la structuration des ratios de manière automatique pour à la fois répondre aux enjeux réglementaires qui vont s'imposer au niveau de la CSRD, mais au-delà de ça, et ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir améliorer notre pilotage et puis au quotidien donner du sens par la mise en place notamment de budgets extra-financiers, de systèmes qui nous permettent d'aborder en fait notre pilotage et notre stratégie de manière plus globale. Justement, Caroline, vous parlez de pilotage. Qui est-ce qui pilote ça chez vous ? Est-ce que c'est la direction de la RSE ou est-ce que ça relève de la DSI, puisqu'on parle de data ? Alors, le programme data, il est directement impulsé par le président du directoire du groupe. Ça fait partie vraiment de sa feuille de route qui est basée effectivement sur des projets forts, structurants pour nos différentes activités, sur une politique RSE particulièrement engagée, le progrès humain, mais aussi sur la dimension data et intelligence artificielle. Donc, il en est le premier promoteur. Moi, j'en assure en fait le sponsoring au niveau du comité de direction groupe. Et à ce titre, je fais plutôt œuvre de passerelle entre nos départements informatiques, nos DSI, effectivement, dans nos différentes activités, et les dirigeants métiers pour assurer la bonne cohérence en fait du projet et du pilotage de l'ensemble de ce programme data. Je suis accompagnée par des prestataires extérieurs et qui s'assurent effectivement de toute la partie architecture, planning, cohérence, gouvernance, etc. Et en interne, les équipes SI ont cadencé des pilotes pour pouvoir avancer sur nos différentes activités, cartographier les datas, les sources, identifier les usages que l'on souhaite déployer le plus rapidement possible, et puis surtout assurer la qualité de la data qui va être remontée. Comment on s'assure de la qualité de la data, Martin Beignet ? Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Déjà, sur chaque donnée environnementale qui sont dans les bases de données, il y a un score de qualité qui est associé. Donc, ça permet déjà de savoir si cette donnée a été élaborée par la base il y a peut-être 10 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Ça peut être assez variable. Et puis après, il y a le niveau de qualité de la donnée qu'on collecte. Est-ce qu'on a juste dit, voilà, on prend une donnée générique, on pense qu'en moyenne, notre produit fait telle masse. Est-ce qu'on est allé la collecter ? Est-ce qu'on a collecté un premier niveau d'information ? Est-ce qu'on est rentré dans le détail de savoir peut-être entre différents types de plastique, la manière de le produire ? Ça peut vraiment, pour chaque matériau, pour chaque processus, on a une granularité qui peut être très très fine. L'idée étant que il faut chercher évidemment à avoir de la qualité, mais il ne faut pas non plus oublier que l'enjeu est surtout déjà de mettre un score sur l'ensemble de ces produits et que vouloir à tout prix faire du 100% super pointilleux, eh ben, ça va se faire aux dépens de l'énergie, des ressources qu'on peut exploiter
pour tous ces autres gammes de produits. Donc nous, typiquement, avec notre outil, ce qu'on identifie, et j'entendais Caroline parler d'intelligence artificielle, ça fait partie des outils qu'on exploite activement sur la plateforme pour permettre d'identifier quels sont les leviers d'action et comment est-ce qu'avec quelques actions très simples qui sont valables sur le plan environnemental et sur le plan économique, on va être capable de réduire l'impact d'un produit ou en tout cas d'augmenter la qualité de ces données, ça dépend un petit peu de la démarche qu'on souhaite faire, sans être obligé systématiquement de devoir tout collecter. Antoine, dans quelle mesure cette data, une fois collectée, elle éclaire en tout cas la stratégie future d'un groupe comme le vôtre ? Elle l'éclaire dans le sens où, comme pour Caroline, notre directrice de la RSE qui a été nommée il y a 3 ans est rattachée directement au président de l'entreprise. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'un côté une stratégie produit, de l'autre une stratégie commerciale ou encore une stratégie data, et que la stratégie RSE viendrait comme ça sur le côté, doublée un petit peu par la gauche ou par la droite. C'est véritablement la stratégie de l'entreprise. Quand Manutan fixe sa mission comme étant entreprendre pour un monde meilleur, ça montre bien l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société au sens très large, dont l'environnement. Et donc c'est cette stratégie qui fait en sorte de driver ensuite toutes les autres actions qui sont entreprises par nos collaborateurs. Donc, bien sûr, on l'explique, on donne beaucoup de sens à la mission que l'on donne à l'entreprise. Et puis surtout, on va aller chercher aussi nos fournisseurs qui sont nos partenaires, où on va ensemble définir la meilleure façon de lire les données que parfois ils possèdent, parfois ils ne possèdent pas en totalité, pour faire en sorte de traduire ça dans un score qui soit entendable par nos clients, puisqu'on souhaite dans un premier temps le mesurer, dans un deuxième temps améliorer la mesure. Donc c'est à la fois une sorte de course vers le nombre de références. Encore une fois, 800 000 références dans un catalogue, ça nécessite d'y consacrer bien sûr du temps, c'est très important. Et puis bien sûr, l'amélioration de ce score et dans les achats qui sont quelque part la manière dont nos clients vont également mesurer leur propre performance. Donc on travaille à co-construire avec eux via une méthodologie qu'on appelle Save Inside qui leur permet d'optimiser leurs achats. On va par exemple dire à nos clients, le produit que vous recherchez est là et vous avez la possibilité de commander une alternative qui est une alternative permettant la même utilisation de produit mais sur lequel le score d'impact environnemental produit est meilleur. Et à partir du moment où on a réussi à faire ça, je dirais ensemble, nos fournisseurs, nos clients et nos collaborateurs, on a tout gagné. Caroline Lutinier, comment est-ce que vous, de la même façon, vous engagez à la fois vos collaborateurs mais aussi peut-être vos clients, vos fournisseurs sur ces sujets-là ? Alors nous, depuis l'arrivée de notre président il y a 3 ans, effectivement, on a mis un grand programme au niveau de la stratégie d'entreprise de manière à ce qu'elle soit pleinement incarnée à tous les niveaux du groupe, à travers la gouvernance, tout d'abord, avec la mise en place d'un comité RSE du conseil de surveillance, une formation de l'ensemble des acteurs de la direction et derrière aussi des plans d'objectifs et d'intéressement pour les collaborateurs basés directement sur la stratégie RSE du groupe, qui est évidemment alignée avec la stratégie globale de l'entreprise. Et on décline ensuite par comité RSE et tous les niveaux d'entreprise, que ce soit au niveau du groupe, au niveau des activités, et y compris au niveau des collaborateurs à titre individuel, on a développé des collectifs qui permettent à chacun de pouvoir agir et de prendre des initiatives sur ces thématiques. Maintenant, ça nous permet aussi de les engager en comprenant mieux. On estime qu'effectivement, la formation est un fort levier nous permettant de les engager. C'est pourquoi on a mis en place des formations à la fresque du climat sur l'ensemble des collaborateurs. Aujourd'hui, on est à peu près à 1/3 du groupe formé sur ces enjeux-là, de manière à ce qu'ils comprennent mieux notre engagement en matière d'environnement. Sur nos activités industrielles, on a travaillé beaucoup en termes de R&D pour déployer à la fois des gammes de produits dans notre activité béton au travers d'une démarche qu'on a appelée Vitalis, qui dispose elle-même d'un Vitascore qui permet aussi de disposer de différents produits à empreinte carbone réduite et d'avoir des solutions béton différentes selon les usages et avoir le bon béton pour le bon usage avec une empreinte réduite. D'autre part, sur la partie menuiserie, on travaille également très fortement sur les enjeux tournant autour des ressources et des matières premières avec la mise en place d'un dispositif qui permet de récupérer les menuiseries en fin de vie pour les réintégrer, les trier, recycler et réintégrer ensuite dans les process.
Martin Beignet, tout à l'heure, vous disiez voilà, la donnée peut être plus ou moins fiable selon du moment duquel elle date, en fait. Et je me demandais, à partir de quel moment on doit réactualiser son score ? Parce qu'une fois qu'on l'a, très bien, mais si le fournisseur change X ou Y composants, ça peut faire changer le score. Donc, comment est-ce que c'est du temps réel ? Comment est-ce que vous fonctionnez ? Alors effectivement, si le fournisseur change de fournisseur, déjà pour commencer, ce qui serait peut-être le cas le plus fréquent, ou qu'il fait une amélioration ou une dégradation de ses procédés de production, ça va changer l'impact réel du produit. Aujourd'hui, dans la réglementation, il n'y a pas encore de consensus sur le niveau de rafraîchissement ou le rythme de rafraîchissement de ces scores. Il faut quand même avoir en tête que c'est un exercice qui est très très lourd pour les entreprises, quand bien même elles utilisent des outils d'automatisation. Donc, pour le moment, l'idée est plus d'être sur un rythme annuel de mise à jour. Ça marche bien pour certaines gammes de produits. Je pense notamment aux textiles qui ont des collections biannuelles, d'ailleurs très souvent, qui vont avoir un rafraîchissement. Et puis pour les autres produits, ça peut être aussi juste au lieu de refaire tout l'exercice de collecte, de simplement aller demander à ses fournisseurs, est-ce que pour le moment vous jugez qu'il y a eu un changement? Quand c'est des changements positifs, souvent d'ailleurs les fournisseurs sont assez... Ils le disent de même. Voilà, sont assez proactifs sur le sujet. Et puis d'avancer comme ça pour le pilotage. Mais il n'y a pas encore de consensus sur à quel rythme il faudrait le faire. Dans un monde idéal, il faudrait le faire en temps réel. Aujourd'hui, c'est peut-être pas non plus un enjeu encore aussi crucial pour les fournisseurs, pour les entreprises et puis pour leurs clients. Antoine, est-ce que ces nouveaux outils de scoring que vous avez mis en place vous amènent à penser à de nouveaux produits, à de nouveaux services ? Alors, en termes d'offres? Clairement, je pense notamment à ce que nos clients nous disent. Donc, nos clients sont des entreprises, des collectivités, des artisans, ce sont donc des professionnels. Et ils ont, nos clients, cette envie d'avoir à la fois la possibilité de mieux consommer, d'avoir un score environnemental produit, des produits qu'ils consomment qui s'améliorent, qui se mesurent. On l'a vu, qui s'améliore aussi. Et ils ont également envie, c'est pas un mais, c'est un et, d'avoir une performance économique qui soit au rendez-vous de leurs objectifs, de notamment maîtrise, en tout cas, de leurs coûts et de leurs dépenses. Et une des solutions sur laquelle Manutan travaille déjà depuis quelques années, c'est l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est comment faire rentrer des produits dans un second cycle de vie. Donc on n'est pas en train de parler de produits neufs, mais de produits de seconde main qui ont déjà vécu, qui ont pu être réparés, qui ont pu être réutilisés, en tout cas qui rentrent dans un deuxième cycle de vie. Ces produits ne faisant pas l'objet de l'extraction de matières premières, d'une nouvelle industrialisation, ni même souvent d'un acheminement, ont un score d'impact environnemental produit bien meilleur. Et par définition, bien souvent, un produit de seconde main est également plus économique. Donc en mettant à disposition de nos clients à la fois la possibilité de collecter du matériel informatique et du matériel de bureau, mais aussi de proposer des produits de seconde main dans notre offre, nous permettons à nos clients de garantir à la fois un meilleur score environnemental des produits qu'ils consomment et aussi une meilleure performance économique. Caroline Lutigny, sur cette question de la performance économique, est-ce que ça se mesure, le fait d'avoir une politique RSE très data-centrique, est-ce que ça se mesure en termes de performance aujourd'hui ou est-ce que c'est trop tôt ? Alors aujourd'hui, la mesure de la performance de manière multicapitaux, en prenant en compte à la fois les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, on commence à mettre en place quelques éléments, quelques réflexions, mais j'avoue qu'au niveau de l'entreprise, on est plutôt sur des pilotes que sur un déploiement large de l'analyse de cette performance globale. L'enjeu pour nous, c'est que la data et l'analyse de la performance à partir de cette data, elle se déploie au sein de chacun de nos métiers et qu'effectivement, l'approche quand on vise le développement d'un nouveau service, d'un nouveau produit ou d'un nouvel investissement, soit non plus uniquement sous l'angle financier ou économique, mais aussi sous l'angle extra-financier. On commence à le mettre en place dans le cadre de nos réflexions sur des investissements machines, sur le développement de nouveaux produits, de manière aussi à pouvoir avoir une lecture transparente de nos développements sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est vraiment ce que l'on souhaite faire avec le développement de cette stratégie data pour l'ensemble de nos métiers. Martin Beignet, vous qui êtes au cœur de cette récolte de la data, est-ce qu'il y a des secteurs qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment matures pour pouvoir afficher des scores? Ou est-ce que demain, au contraire, on va se retrouver avec des petites étiquettes rouges, jaunes, vertes, pour faire simple, sur à peu près tous les produits qui nous entourent?
Alors, il y a effectivement un phasage qui est en cours sur les secteurs qui vont déployer ce type de dispositif d'affichage. Caroline parlait tout à l'heure des produits de construction. Même si on ne va pas avoir les étiquettes sur notre béton, nos portes-fenêtres, puisque c'est surtout à la destination des clients professionnels, mais il y a d'ores et déjà avec la RE 2020 une base de données qui recueille ces fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les FDES, qui, elles, vont vraiment avoir cette cartographie, cet impact pour chacun de leurs produits. Donc ce secteur est assez avancé. Dans le textile et dans l'alimentaire, c'est pour le moment, dans le cadre de ce qu'a dit le Commissariat général au développement durable récemment, c'est les 2 secteurs prioritaires pour avoir un score pour nous tous consommateurs, donc textile et alimentaire. Et puis ensuite, petit à petit, avec des initiatives comme celle portée par Manutan par exemple, on va avoir de plus en plus de scores sur de plus en plus de produits, sachant que nous, on voit déjà chez nos clients des secteurs qui ne sont absolument pas contraints par la réglementation, mais qui mènent déjà de front ces sujets, parce que c'est aussi des transformations assez lourdes pour l'entreprise. Caroline parlait tout à l'heure de le faire rentrer dans chacun des métiers. C'est vraiment ça qui compte. Il faut avoir bien en tête que la majorité de l'impact d'un produit, il se décide au moment de la conception, pour les entreprises qui la font, ou de la sélection des achats. Donc ce n'est pas une idée de dire on a choisi, c'est dans le catalogue, c'est déjà dans les rayons, et puis maintenant on va quantifier, puisque à ce moment-là, de toute façon, il n'est plus possible de s'améliorer. Donc voilà, il y a vraiment cet enjeu aussi de diffuser la pratique et que des designers, des ingénieurs, des chargés de logistique, de sourcing et évidemment de RSE soient capables de parler de ces scores et de le faire avec une volonté d'amélioration. Merci beaucoup à tous les 3 de nous avoir apporté votre expertise aujourd'hui. Martin Beignet, cofondateur d'Olis, Caroline Luthinier, directrice communication et RSE du groupe Erige, et Antoine Compin, directeur général de Manutan France. À très bientôt.